enseignants, il y a des éléments explicatifs. Et le premier élément explicatif, c'est tout à l'honneur de l'école, c'est la place de l'institution scolaire dans l'imaginaire collectif, dans l'imaginaire vérité. Je vous rappelle, 1789, la révolution antiféodale la plus radicale de l'ensemble de l'humanité, la Déclaration des droits de l'homme, l'idée que les inégalités liées au rang à l'origine étaient enfin bannies. Ce n'est pas une petite rupture. Et puis quelques décennies plus tard, constat des républicains, qui est de dire, ben oui, on a aboli les ordres féodaux, mais tant qu'il n'y a pas l'éducation pour tous, l'égalité est un mythe. Rappelez-vous les discours de Jules Ferry, les discours encore plus forts de Gambetta, qui est de dire la Révolution française est inachevée tant qu'il n'y a pas accès à l'éducation pour tous. Autrement dit, dans l'imaginaire collectif, l'institution scolaire pour tous est perçue comme étant liée au combat pour l'égalité et est perçue comme le symbole de l'égalité. Alors qu'est-ce que viennent dire les discriminations? Au-delà de cette espérance collective et de cet héritage, bien non, les discriminations existent quand même. L'inégalité n'est pas assurée. On peut comprendre que ce ne soit pas facile à accepter. Second élément de l'héritage, dans l'imaginaire collectif, pendant longtemps, jusqu'aux années 60-70, le recrutement des enseignants était un recrutement de promotion sociale pour le haut des milieux populaires. Autrement dit, devenaient enseignants des enfants de milieux populaires qui avaient des réussites particulièrement bonnes, etc. Et ça venait renforcer encore l'idée que l'institution scolaire était le lieu par excellence de l'égalité. Alors je le souligne aussi, et donc on comprendra aussi que quand est arrivé le discours et les analyses et les premières recherches sur discrimination, un certain nombre d'enseignants ont pu être percutés, perturbés, dans leur certitude, sincèrement. Ce n'est pas de la mauvaise foi. La plupart des enseignants sont d'une sincérité énorme lorsqu'ils vous disent « il n'y a pas de discrimination à l'école », et venir leur dire « vous êtes de mauvaise foi » n'aidera en rien. Tout le travail qui nous est posé, c'est comment on va passer de cette certitude erronée au constat pour pouvoir avancer ensemble. Et donc c'est important de prendre en compte ce second héritage. Second héritage, d'ailleurs, je le dis en passant, qui nous pose d'autres questions, plus larges. Puisque ce recrutement particulier d'enseignants dans le haut des couches populaires, des milieux populaires, avait un effet, qui était que la distance sociale entre enseignants et élèves était beaucoup plus faible qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, le recrutement se transforme, lié aussi au contexte général, et aujourd'hui, ce sont les enfants des couches moyennes qui occupent les emplois de couches moyennes. Ce qui veut dire que dans les trajectoires des enseignants, il y a un certain nombre de comportements des élèves qui sont incompréhensibles. En tout cas, qui ne leur parlent pas, qui ne renvoient pas des éléments de trajectoire, qui ne permettent pas la comparaison. Alors, ce n'est pas dramatique, ça se travaille. Ça veut dire que dans les dimensions de formation, on peut très bien être un excellent enseignant et comprendre les élèves de milieux populaires tout en venant des couches moyennes, à condition qu'il y ait eu un espace de conscientisation, à condition qu'il y ait eu un espace de formation qui m'ait sensibilisé à cela. Mais il n'y a rien de pire que de considérer que mes réflexes, mes représentations, mes héritages me permettent de comprendre immédiatement les comportements d'un élève qui a d'autres héritages si la distance sociale,